Léa, du haut de ses 7 ans, entendit les gardes parler en russe, et ce qu'ils dirent glaça son sang. Ils allaient assassiner le roi dragon, cette nuit même, et personne d'autre qu'elle ne le savait. Personne. Léa était le genre d'enfant que l'on ne remarquait pas, dans les couloirs infinis du château Noirbois. Elle se mouvait comme une ombre parmi les ombres. Les employés la croisaient sans baisser les yeux. Les gardes discutaient d'affaires secrètes, comme si elle faisait partie du mobilier. Et peut-être était-ce le cas. Après tout, qui prêterait attention à la fille d'une simple employée? Qui, si vous avez déjà eu l'impression d'être invisible pour le monde qui vous entoure, alors vous comprendrez ce que Léa ressentait chaque jour. Sa mère, Sophie, travaillait au château depuis 2 ans. Depuis la mort du père de Léa, c'était tout ce qu'elles avaient. Une petite chambre au fond du complexe des serviteurs, des repas constitués des restes de la cuisine, et la promesse constante qu'un jour, les choses iraient mieux. Un jour. Mais Léa n'était pas comme les autres enfants. Elle avait un secret que personne au château ne connaissait. Sa grand-mère, avant de mourir, lui avait enseigné le russe. Des nuits entières d'histoires chuchotées dans cette langue ancestrale. Des berceuses qui parlaient de loups et de forêts glacées. Des mots qui étaient devenus une partie d'elle, comme une seconde peau. Léa parlait russe aussi couramment que n'importe quel enfant né à Moscou. Et au château du roi dragon, où personne n'imaginait qu'une petite fille pauvre puisse comprendre une autre langue que les rudiments du français. Cela la rendait invisible d'une manière complètement différente. Absolument différente. Cet après-midi d'automne, Léa faisait ce qu'elle faisait toujours, cachée derrière une colonne de marbre dans le couloir est. Elle dessinait sur un morceau de papier qu'elle avait trouvé dans les poubelles. Elle aimait dessiner les oiseaux qu'elle voyait par la fenêtre. Parfois, elle dessinait le visage de sa mère souriant, des choses qui lui faisaient oublier le vide dans son ventre et la solitude qui pesait sur son petit cœur. Sa solitude. C'est alors qu'elle entendit les voix. 2 gardes s'arrêtèrent à quelques mètres de l'endroit où elle était cachée. Ils portaient les manteaux noirs caractéristiques de la sécurité du roi dragon. Mais quelque chose chez eux était différent. La façon dont ils regardaient autour d'eux avant de parler. Le ton bas et urgent de leurs paroles. Urgent. Et puis ils commencèrent à parler en russe. Léa se figea. Si cette histoire commence déjà à vous toucher, sachez que nous ne faisons que commencer. Ce que vous allez entendre ensuite a changé la vie de cette petite fille pour toujours. Pour toujours. Le premier garde. Un homme aux larges épaules et à la cicatrice au menton dit quelque chose qui fit s'arrêter le cœur de Léa. Ce soir, pendant la réunion avec les chefs du Nord, Antoine donnera le signal. Le deuxième garde, plus jeune, sembla hésiter. Et si quelqu'un se méfie? Personne ne se méfie de rien dans cet endroit, répondit le premier avec mépris. Le roi dragon pense qu'il est en sécurité. Il pense que tout le monde le craint trop pour oser. Mais après aujourd'hui, il n'y aura plus de roi dragon. Plus jamais. Léa sentit ses jambes trembler. Elle pressa son dos contre la colonne froide, osant à peine respirer. Son esprit de 7 ans tentait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Ces hommes allaient tuer le roi, l'homme le plus puissant du royaume, l'homme que tous craignaient et respectaient, l'homme qu'elle voyait parfois, de loin, traversant les couloirs avec son expression de pierre et ses yeux couleur ambre qui semblaient voir à travers les gens, à travers. Le premier garde continua de parler. Antoine a confirmé. 3 hommes dans la salle de réunion, 2 aux sorties. Le poison dans le vin sera prêt à 9 heures. Même s'il remarque quelque chose, il n'aura nulle part où courir. Nulle part. Léa se tapa la bouche avec ses mains pour ne pas crier. Le deuxième garde rit doucement, et la faute retombera sur l'ambassadeur du Nord. Parfait. 2 éliminations pour le prix d'une. Ils s'éloignèrent dans le couloir, leurs bottes résonnant sur le marbre. Léa resta immobile pendant plusieurs minutes, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le château pouvait l'entendre. L'entendre. Et c'est alors qu'elle vit. Un morceau de papier était tombé de la poche du premier garde. Il était là, sur le sol, à quelques pas de l'endroit où elle se cachait, les mains tremblantes.
Léa se glissa hors de sa cachette et ramassa le papier. Il était écrit en russe, une liste de noms, des horaires, et en haut, un seul mot qu'elle connaissait très bien. Smert. Mort. La mort. Ce papier était la preuve de tout, et maintenant, il était dans ses petites mains. Léa courut. Elle courut dans les couloirs qu'elle connaissait si bien, ces chemins secrets que seuls les enfants des employés découvraient. Elle devait trouver sa mère. Elle devait le dire à quelqu'un, à quelqu'un. Sophie était dans la buanderie, pliant des serviettes blanches avec des mouvements mécaniques, quand elle vit Léa entrer en courant, haletante et pâle. Son visage se remplit d'inquiétude. « Léa, que s'est-il passé? Tu vas bien? Maman. » Léa agrippa fortement la jupe de sa mère. « J'ai entendu. Les gardes. Ils vont. » Mais avant qu'elle puisse terminer, Madame Dubois et la chef des employés entra dans la buanderie comme une tempête. « Sophie, les draps de la chambre nord doivent être changés immédiatement. L'ambassadeur est arrivé plus tôt. Allons-y, allons-y. » Maman. Léa essaya à nouveau, mais Sophie était déjà poussée hors de la pièce. « Plus tard, mon amour, » dit Sophie par-dessus son épaule. « Plus tard, tu me raconteras. Reste ici et ne sors pas avant que je revienne. » Et ainsi, Léa fut laissée seule à nouveau, invisible, ignorée, tenant dans ses mains la preuve d'un complot d'assassinat, sans personne pour l'écouter. Personne. Elle regarda le papier dans ses mains. Les lettres russes semblaient danser devant ses yeux embués de larmes. Que pouvait faire une enfant de 7 ans contre des hommes armés, contre un plan qui semblait si bien organisé? Mais alors, elle se souvint des contes de fées que sa grand-mère racontait, des histoires de petites personnes qui avaient fait de grandes choses, de souris qui avaient sauvé des lions, d'enfants qui avaient affronté des monstres. Des monstres. Tu es plus forte que tu ne le penses, Malenka, sa grand-mère disait-elle souvent, petite à l'extérieur, mais avec le cœur d'un ours. Léa essuya ses larmes avec le dos de sa main. Si personne n'allait l'écouter, elle devrait faire en sorte que quelqu'un l'écoute. Et il n'y avait qu'une seule personne dont les ordres. Personne ne pouvait ignorer. Le roi dragon lui-même. L'idée était si absurde qu'elle faillit en rire. Une enfant de 7 ans, fille d'une employée, entrant dans la salle de réunion de l'homme le plus craint du royaume, pour l'avertir d'un complot contre sa vie. C'était de la folie, c'était impossible, c'était exactement ce qu'elle allait faire. Exactement. Léa plia le papier avec soin et le mit dans la poche de sa robe. Puis, elle prit son crayon et le morceau de papier où elle dessinait, et commença à faire quelque chose de différent. Elle commença à dessiner les visages des 2 gardes. Les visages. Elle avait une excellente mémoire des visages. Sa grand-mère disait toujours que c'était un don. Et maintenant, ce don serait utile. Elle dessina l'homme à la cicatrice au menton. Elle dessina le plus jeune avec ses petits yeux et son nez tordu. Elle dessina les manteaux noirs et les insignes dorés sur leurs revers. Les insignes. Si quelqu'un ne croyait pas ces paroles, peut-être croirait-il ses dessins. Peut-être. Le soleil commença à se coucher derrière les fenêtres du château. Les ombres s'allongeaient dans les couloirs. Et quelque part, Léa le savait. Les hommes en manteau sombre se préparaient pour ce qui arriverait à 9 heures. Elle devait le dire à quelqu'un. Mais qui croirait une enfant invisible? Léa tenta de parler aux autres employés. Elle essaya de trouver quelqu'un qui s'arrêterait pour l'écouter plus de 5 secondes. Mais tous étaient trop occupés. L'importante réunion exigeait que tout soit parfait. Les vins devaient être servis. Les plats devaient être préparés. Personne n'avait le temps pour les fantaisies d'une enfant. Des fantaisies. C'est ainsi qu'on l'appelait. Toi et tes histoires. Tiens, disait le cuisinier quand elle essayait de lui parler. Va jouer ailleurs, Léa. Je n'ai pas le temps pour les enfantillages, disait Madame Dubois, la gouvernante, quand Léa tirait sa manche. Les enfants ne sont pas autorisés dans cette zone, disait un garde quand elle s'approchait trop de l'aile des officiers. Chaque rejet était comme un couteau dans son cœur. Chaque regard de dédain confirmait ce qu'elle avait toujours su. Elle était invisible. Elle n'avait pas d'importance.
Sa voix n'avait aucune valeur. Mais la vie du roi dragon, elle, en avait. Et si elle était la seule à pouvoir le sauver? Alors elle devrait trouver un moyen absolument. L'horloge de la tour sonna 8 heures, 1 heure avant la réunion, 1 heure avant le poison, 1 heure avant que tout ne se termine. Léa regarda le grand couloir qui menait à l'aile royale. Des gardes à chaque porte, des employés courant dans tous les sens. Et là, au fond, les portes dorées qui menaient à la salle de réunion du roi dragon. Impossible pour quiconque de normal. Mais Léa n'était pas n'importe qui. Elle était invisible. Et parfois, être invisible était le plus grand avantage que l'on puisse avoir. Elle connaissait chaque recoin de ce château Noirbois, chaque passage secret, chaque couloir oublié. Il y avait un chemin que les employés utilisaient pour apporter des provisions à la cuisine royale. Un tunnel étroit qui passait derrière les murs. C'était étroit et sombre. Mais Léa était petite, juste assez pour passer. Elle inspira profondément, serra le papier et les dessins contre sa poitrine et disparut dans les ombres. Ce qui allait se passer ensuite changerait non seulement la vie de Léa, mais le destin de tout le royaume. Et le roi dragon n'oublierait jamais la petite fille que tout le monde ignorait, mais qui fut la seule, assez courageuse pour affronter l'impossible. Parce que parfois, les plus petits d'entre nous portent le plus grand courage. Le tunnel était encore plus sombre que Léa ne s'en souvenait. La dernière fois qu'elle y avait été, c'était il y a des mois, quand elle jouait à cache-cache avec les enfants d'autres employés. À cette époque, cela ressemblait à une aventure amusante. Maintenant, cela ressemblait à un passage vers l'inconnu. Elle avança lentement, une main sur le mur humide pour se guider, l'autre serrant les papiers contre sa poitrine. Des toiles d'araignée lui effleurèrent le visage. Quelque chose de petit courut sur ses pieds et elle se mordit la lèvre pour ne pas crier. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait le sentir dans ses oreilles. « Qu'est-ce que tu fais, Léa ?» Une voix à l'intérieur d'elle demanda. « Tu n'es qu'une enfant. Retourne. Retourne avant qu'il ne soit trop tard. » Mais l'image des gardes parlant de poison et de mort ne quittait pas son esprit. Et quelque chose de plus fort que la peur la poussait vers l'avant. Quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, mais que sa grand-mère aurait appelé le courage, comme dans les contes de fées qu'elle lui racontait. Après ce qui sembla des heures, mais n'était probablement que quelques minutes, Léa aperçut une fente de lumière. Le tunnel se terminait par une petite ouverture derrière une tapisserie ancienne. Elle connaissait cette tapisserie. Elle se trouvait dans le couloir qui menait aux appartements privés du roi dragon. Léa poussa la tapisserie doucement, juste assez pour jeter un coup d'œil. Le couloir était vide, mais elle pouvait entendre des voix venant d'une porte entr'ouverte plus loin. Des voix russes. Son sang se glaça. Elle reconnut l'une des voix. C'était Antoine, l'homme que les gardes avaient mentionné, le chef du complot. Et il parlait avec au moins 2 autres personnes. « Les coupes sont déjà préparées, » disait Antoine. « Le poison est indétectable. Il ne sentira qu'un léger vertige avant de s'effondrer. Cela ressemblera à une crise cardiaque. »« Et les gardes loyaux ?» demanda une autre voix. « Marcus est hors de notre chemin, » répondit Antoine avec satisfaction. « Je l'ai envoyé vérifier un faux rapport à la porte sud. Quand il réalisera qu'il a été trompé, il sera déjà trop tard. » Léa sentit son estomac se nouer. Marcus. Elle connaissait Marcus. C'était l'un des rares gardes qui lui souriait parfois quand il la voyait dans les couloirs. Un homme gentil, avec des yeux tristes et des cheveux grisonnants. Et maintenant, il était utilisé comme pièce dans un jeu mortel. L'horloge sonna. 8h15, 45 minutes. Léa se faufila dans le couloir, utilisant chaque ombre, chaque alcôve, chaque parcelle d'obscurité qu'elle trouvait. Des années à être ignorée lui avaient appris à se déplacer sans être remarquée. Des années à être invisible étaient maintenant sa plus grande arme. Elle arriva à un escalier de service qui menait à l'étage supérieur. La salle de réunion se trouvait au 2e étage, au cœur du château Noirbois. C'était là que le roi dragon se trouverait. C'était là qu'elle devait arriver. Mais quand elle posa le pied sur la première marche, elle entendit des pas derrière elle. Léa se retourna.
C'était lui, le garde avec la cicatrice au menton, le même qu'elle avait entendu parler du meurtre, et il la regardait droitement. Léa vit la reconnaissance surgir dans ses yeux. Il ne la reconnut pas comme la petite fille qui avait entendu sa conversation. Il la reconnut comme la fille de l'employé russe, la petite fille qui parlait sa langue, la petite fille qui pourrait comprendre chaque mot. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il en russe, ses yeux se plissant. Léa se figea. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine penser. Elle pourrait prétendre qu'elle ne comprenait pas. Elle pourrait balbutier quelque chose en français et avoir l'air confuse. Elle pourrait. « Je t'ai vu » continua le garde, faisant un pas dans sa direction, dans la colonne. « Cet après-midi, tu étais là, n'est-ce pas ?»« Non » mentit Léa, reculant. « Je ne. » Mais ses mains serrèrent les papiers contre sa poitrine. Les papiers qui contenaient le billet russe et les dessins des conspirateurs. Le garde vit le mouvement et sourit. Un sourire qui n'avait rien de gentil. « Qu'est-ce que tu as là, conna petite ?»« Rien. » Il avança d'un pas supplémentaire. Léa recula jusqu'à sentir le mur froid contre son dos. Elle n'avait nulle part où aller. Elle était piégée. « Tu sais, dit-il doucement, s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. Les enfants curieux disparaissent parfois. Cela arrive tout le temps dans les grands châteaux comme celui-ci. Ils tombent dans des puits, se perdent dans les cachots. Personne ne remarque l'absence d'une petite fille que personne ne voit. » La peur explosa dans la poitrine de Léa. Mais avec elle vint autre chose, de la colère. Une colère chaude et brillante qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Qu'auriez-vous fait? Dites-le en commentaire. Si vous étiez à la place de Léa, piégée par un assassin, avec la preuve d'un crime entre les mains et personne pour vous aider, que feriez-vous? Léa fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle cria, pas n'importe quel cri. Un cri qui déchira l'air du couloir, qui résonna contre les murs de pierre, qui fit s'envoler les oiseaux au loin. Un cri qui contenait toute la peur, toute la colère, toute la frustration d'années passées à être ignorées. Le garde tenta de lui couvrir la bouche, mais Léa mordit sa main, avec toute la force qu'elle avait. Il hurla de douleur et recula, et avant qu'il ne puisse se ressaisir, elle courut. Elle courut, comme jamais de sa vie. Elle monta les escaliers, en sautant 2 marches à la fois. Ses petites jambes brûlaient d'effort. Son cœur semblait prêt à exploser. Derrière elle, elle pouvait entendre les pas lourds du garde, à sa poursuite. « Reviens ici » hurla-t-il en russe. « Tu ne vas nulle part !» Léa tourna à gauche, au sommet de l'escalier. Le couloir s'ouvrait en 2 directions. L'une menait aux appartements des invités, l'autre menait à la salle de réunion. Elle pouvait voir les portes dorées, au bout du couloir, 2 gardes postés devant, et au-delà de ces portes, le roi dragon. Léa n'hésita pas. Elle courut, directement vers les portes. Les gardes la virent s'approcher. Leurs visages se crispèrent, de confusion. Une enfant courant dans les couloirs royaux, ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. « Arrête !» ordonna l'un d'eux, tendant la main. Mais Léa était trop petite, trop rapide. Elle se baissa, passa entre les jambes du garde à gauche et frappa les portes dorées. De tout son poids, les portes s'ouvrirent et tout s'arrêta. Léa trébucha dans la salle de réunion, haletante, décoiffée, avec des toiles d'araignée dans les cheveux et de la saleté sur sa robe. Le papier froissé dans une main, les dessins dans l'autre. Des larmes de peur et d'épuisement coulant sur ses joues. La salle était pleine. Une longue table occupait le centre, entourée d'hommes en vêtements raffinés. Des généraux avec des médailles sur la poitrine, des nobles avec des bagues en or aux doigts et à la tête. Sur une chaise qui ressemblait plus à un trône, le roi dragon. Lord Draven Noirbois la regardait, avec une expression que Léa ne pouvait déchiffrer. Ses yeux couleur ambre étaient intenses, pénétrants, comme s'il pouvait voir à travers elle, jusqu'à son âme. Tous les autres hommes de la salle semblaient scandalisés. Certains se levèrent de leurs chaises, d'autres appelèrent les gardes. Une cacophonie de voix indignées emplit l'air. Quel outrage est-ce là? Une enfant,
Dans la salle de réunion, « Garde, garde !» Mais le roi dragon leva une main. Et tout se tut. Le pouvoir de ce simple geste fit retenir sa respiration à Léa. Un mouvement de main. Et 10 des hommes les plus puissants du royaume se turent instantanément. C'était ça, être le roi dragon. Draven se leva de sa chaise. Il était grand. Beaucoup plus grand que ce qu'il paraissait de loin. Son costume noir absorbait la lumière, le faisant ressembler à une ombre solidifiée. Quand il fit un pas vers Léa, elle dut lutter contre l'instinct de reculer. Certaines personnes vont faire une pause ici. Elles vont se demander pourquoi elles continuent à regarder. La réponse est simple. Parce qu'au fond, nous voulons tous voir le moment où l'invisible devient impossible à ignorer. Qui es-tu? La voix du roi dragon était grave, contrôlée. Ce n'était pas une menace, c'était juste une question. Mais elle portait le poids de quelqu'un, d'habitué à recevoir des réponses. Léa ouvrit la bouche, et puis la referma, parce qu'elle réalisa quelque chose. Si elle parlait en français, les conspirateurs dans la salle, quels qu'ils soient, sauraient qu'elle était juste effrayée. Une enfant perdue, rien de bien inquiétant. Mais si elle parlait en russe, Léa regarda directement dans les yeux du roi dragon et pria pour que ce que sa grand-mère lui avait dit soit vrai. « Ils vont vous tuer », dit-elle en russe, sa voix tremblant, mais claire. Les gardes en manteau noir, je les ai entendus. Il y a du poison dans le vin. Antoine est le chef. Il prévoit de faire croire à une crise cardiaque. La salle explosa de confusion. Plusieurs hommes se regardèrent sans comprendre. Du russe? Pourquoi l'enfant parlait-elle russe? Mais le roi dragon comprit. Chaque mot. Ses yeux s'écarquillèrent. Pendant une fraction de seconde. Juste un moment. Et puis son expression se referma à nouveau, froide comme du marbre. Et Léa sut qu'elle avait fait le bon pari. Sa grand-mère disait toujours que les Noirbois étaient maîtres en langue, que l'ancien roi parlait cette langue couramment. Et son fils, il semblait, avait hérité de ce talent. Le roi dragon s'abaissa, jusqu'à être à la hauteur de Léa. Ses yeux couleur ambre rencontrèrent les siens, de près. Elle pouvait voir des choses qu'elle n'avait jamais remarquées avant. Les petites rides de fatigue autour de ses yeux, la tension dans sa mâchoire, l'ombre de quelque chose qui ressemblait à la solitude. « Tu as des preuves ?» demanda-t-il en russe, assez bas pour que seule elle l'entende. Léa acquiesça, les mains tremblantes. Elle tendit le papier froissé, le billet avec la liste des noms et des horaires, le mot « mort » encore visible en haut. Le roi dragon prit le papier. Ses yeux parcoururent les lignes rapidement, et alors Léa vit quelque chose qui lui fit plus peur que tout ce qui s'était passé avant. Le roi dragon pâlit. Le papier tremblait légèrement dans ses mains, et Léa réalisa, avec un choc, que ce n'était pas par peur, c'était par fureur, une fureur froide et contrôlée, qui semblait irradier de lui en ondes. « Antoine », murmura-t-il, le nom sortant comme une malédiction. « Vous le connaissez ?» demanda Léa en russe. « Il a été mon garde du corps. Pendant 5 ans, » répondit Draven, sa voix si basse qu'elle pouvait à peine l'entendre. « Je lui confiais ma vie. » La trahison brillait dans les yeux du roi dragon, comme de la glace, sous la lumière du soleil. Et Léa comprit quelque chose, aussi puissant qu'il soit, aussi craint qu'il soit. Draven Noirbois était juste un homme qui venait de découvrir que quelqu'un en qui il avait confiance voulait le voir mourir. Soudain, le garde avec la cicatrice fit irruption, par la porte, derrière Léa. « Majesté !» il était haletant, essayant de paraître inquiet. « Cet enfant a envahi les couloirs royaux, j'essayais de... » Il s'arrêta de parler, quand il vit le papier dans la main du roi, et quand ses yeux croisèrent ceux de Léa, elle vit le moment exact où il comprit. Elle avait réussi. « Arrêtez cet homme !» ordonna Draven, sa voix coupant l'air. Comme une lame, 2 gardes loyaux s'avancèrent immédiatement,
L'homme à la cicatrice tenta de courir, mais il n'était pas assez rapide. En quelques secondes, il était immobilisé au sol, jurant en russe. Le roi dragon se leva, tenant toujours le papier. Son visage était un masque de calme, mais Léa pouvait voir la tempête derrière ses yeux. « Cette réunion est suspendue », annonça-t-il. « Messieurs, je vous prie de rester à vos places. Personne ne quitte cette salle, tant que je ne l'ai pas ordonné. » Les nobles et les généraux échangèrent des regards confus, mais personne n'osa protester. Le pouvoir, dans la voix du roi dragon, ne laissait aucune place aux questions. « Marcus !» appela Draven. La porte s'ouvrit et le garde aux cheveux gris entra en courant, arrivant clairement de sa fausse mission. À la porte sud, « Majesté, qu'est-ce que… » « Antoine et ses hommes, interrompit Draven. « Arrêtez-les, tous, maintenant. » Antoine regarda le papier dans la main du roi dragon, puis Léa, et enfin l'homme à la cicatrice, qu'on emmenait hors de la salle. La compréhension illumina son regard. Immédiatement, « Majesté !» Quand Antoine sortit, Draven se tourna vers Léa et fit quelque chose qui la surprit complètement. Il s'agenouilla devant elle. Pas un geste casuel, un agenouillement formel, comme si elle était quelqu'un d'important, comme si elle était quelqu'un de digne de respect. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il, cette fois en français, pour que tous dans la salle puissent t'entendre. « Léa », répondit-elle, sa voix tremblant. « Léa Sokolova. » Le nom de famille fit passer quelque chose dans les yeux du roi dragon, quelque chose que Léa ne comprit pas sur le moment. Une ombre de reconnaissance, un souvenir ancien, luttant pour émerger. « Sokolova », répéta-t-il doucement. « Sophie Sokolova, est-elle ta mère ?» Léa acquiesça, confuse. Comment savait-il? Draven ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Quelque chose de doux, quelque chose de presque, de la douleur. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, les portes de la salle s'ouvrirent à nouveau. C'était Antoine. Il était là, entre les bras de deux gardes, se débattant comme un animal aux abois. Mais quand il vit Léa, il arrêta de se débattre. Ses yeux se fixèrent sur elle avec une haine qui la fit reculer. « Toi !» cracha-t-il en russe. « Petite rate, j'aurais dû te tuer quand j'en ai eu la chance. » Draven se plaça entre Léa et Antoine, son corps formant une barrière protectrice. Si vous n'avez pas ressenti de frisson jusqu'à présent, alors vous n'avez pas d'âme, parce que ce qui arriva ensuite, elle est quelque chose que Léa n'oubliera jamais. « Tu as commis une erreur, Bess Antoine, » dit Draven, sa voix dangereusement calme, « une erreur fatale. » Antoine rit, un son amer et plein de mépris. « Tu es faible, Noirbois. Tu l'as toujours été. Ton père aurait perçu la conspiration il y a des mois. Mais toi, tu as été dupé par une bande d'étrangers, et il a fallu une enfant pour te sauver. Ma faiblesse, dit Draven, faisant un pas en avant, c'est que je faisais trop confiance. Mais la tienne, c'est de penser que les enfants sont invisibles, qu'ils n'importent pas, qu'on peut les ignorer. Il regarda Léa par-dessus son épaule. Cette jeune fille a fait ce qu'aucun de mes généraux, aucun de mes conseillers, aucun de mes espions n'a réussi à faire. Elle a vu la vérité et elle a eu le courage d'agir. Antoine cracha par terre. C'est la fille d'une employée, ce n'est personne. Draven sourit, mais ce n'était pas un sourire agréable. Elle est la personne qui m'a sauvé la vie. Et toi, tu n'es plus rien. Il fit un signe de tête aux gardes. Emmenez-le dans les cachots. Le jugement aura lieu demain. Alors qu'Antoine était traîné dehors, hurlant toujours des menaces en russe. Draven se tourna vers Léa. La salle entière observait en silence. « Tu es blessé ?» demanda-t-il. Sa voix étonnamment douce. Léa secoua la tête. « Non, juste effrayé. » Draven acquiesça. Puis il regarda les hommes réunis dans la salle. Généraux, nobles, les plus puissants du royaume. « Messieurs, dit-il, sa voix résonnant dans toute la salle.
Vous avez été témoin de quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Une enfant de 7 ans, ignorée par tous dans ce château, a fait ce que des armées entières ne pourraient pas faire. Elle a exposé une conspiration contre la couronne. Elle m'a sauvé la vie. Il posa sa main sur l'épaule de Léa. Le poids était réconfortant. Sûr. Je veux que vous la regardiez tous. Je veux que vous vous souveniez de ce moment. Parce que cette jeune fille a prouvé quelque chose que beaucoup d'entre vous ont oublié. Il fit une pause, laissant le silence s'étendre. Que les plus petits parmi nous peuvent être les plus courageux, que ceux que nous ignorons peuvent être les plus valables, et que la véritable noblesse n'est pas dans le sang ou le titre, mais dans le cœur. Léa sentit des larmes couler sur ses joues, pas de tristesse, de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, quelque chose de chaud et de lumineux, qui se répandait dans toute sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voyait, vraiment. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était le roi dragon. L'agitation dans les couloirs du château dura des heures, des gardes courant dans tous les sens, des ordres criés, le son de chaînes et de protestations venant des cachots. Léa observait tout depuis un coin de la salle de réunion, où Draven avait insisté pour qu'elle reste. « Tu es en sécurité ici, Anna, avait-il dit. Personne ne te fera de mal. » Et elle y croyait. Sa mère arriva en courant, poussée par un garde qu'il avait trouvé à la blanchisserie. Sophie était pâle, tremblante, clairement convaincue que sa fille avait fait quelque chose de terrible. « Léa, qu'as-tu fait? Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que... » Elle s'arrêta de parler quand elle vit le roi dragon debout à côté de sa fille. Son visage perdit toute couleur. « Majesté saute, » murmura-t-elle, tombant à genoux. « Je vous demande pardon. Ma fille n'a pas voulu vous offenser. Ce n'est qu'une enfant. S'il vous plaît, ayez pitié. » Draven leva la main. « Relevez-vous, Madame Sokolova. » Sophie obéit, tremblant comme une feuille au vent. Ses yeux n'arrêtaient pas de passer de Léa au roi, essayant de comprendre ce qui se passait. « Votre fille m'a sauvé la vie ce soir, » dit Draven simplement. Sophie cligna des yeux. « Quoi ? Il y avait un complot pour m'assassiner. Les conspirateurs parlaient russe, sans savoir que quelqu'un pouvait les comprendre. Votre fille a tout entendu, et malgré le fait que personne ne la croyait, malgré toute la peur et le danger, elle a trouvé un moyen de m'avertir. » Sophie regarda Léa comme si elle voyait sa fille pour la première fois. « C'est vrai. Malenkaï, petite, demanda-t-elle en russe. Léa acquiesça. « J'ai entendu les gardes. Maman, ils allaient te mettre du poison dans son vin. Je devais faire quelque chose. » Sophie attira sa fille dans une étreinte si forte que Léa pouvait à peine respirer. Des larmes coulaient sur le visage de sa mère, mouillant les cheveux de Léa. « Tu es si courageuse, » murmura-t-elle. « Si courageuse. Ta grand-mère aurait été si fière. » Draven observa la scène en silence, et Léa réalisa que quelque chose dans son expression avait changé. La froideur habituelle était absente. À sa place, il y avait quelque chose de plus doux, plus humain. « Madame Sokolova, » dit-il après un moment. « Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce château ?» Sophie se recula de Léa, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « 2 ans. Majesté. Et avant cela, nous vivions dans le village au sud. Mon mari. » Elle hésita, la douleur encore fraîche dans sa voix. « Mon mari était soldat. Il est mort il y a 5 ans. » Draven se tut. « Votre mari, » dit-il lentement. « Quel était son nom ?»« Alexei, » répondit Sophie. « Alexei Sokolov. » Le roi dragon ferma les yeux, et Léa vit, avec étonnement, une larme couler sur sa joue. Cette histoire ne devrait pas exister. Il ne devrait pas y avoir un monde où une fillette de 7 ans doit sauver un roi d'assassins. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Et parfois, les histoires les plus improbables sont les plus vraies. « Je connaissais votre mari, » dit Draven, sa voix rauque d'émotion. « Alexei Sokolov m'a sauvé la vie il y a 5 ans, dans une embuscade à la frontière Est. Il a pris une lame qui m'était destinée. » Sophie porta sa main à sa bouche.
Ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai cherché sa famille, » continua Antoine, « pendant des mois. Je voulais vous remercier. Je voulais vous offrir ma protection, mais on m'a dit qu'il n'avait pas de famille, qu'il était orphelin, tiens que... » Il s'arrêta, la compréhension soudain illuminant son regard. « Quelqu'un a menti, » dit-il doucement. « Quelqu'un vous a caché de moi. » Sophie secoua la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Après la mort d'Alexei, » dit-elle, « des hommes sont venus chez nous. Ils ont dit qu'il valait mieux ne pas chercher la couronne, que ce serait dangereux. J'avais peur. Léa était si petite. Alors, nous avons fui. Nous avons déménagé au village. Et puis je suis venu ici, sans savoir que c'était le château de l'homme que mon mari avait sauvé. » « Le destin, » murmura Antoine. Parfois, il a un sens de l'humour cruel. Il se tourna vers Léa, qui essayait de comprendre tout ce qu'elle entendait. Son père, un héros, un homme qui avait sauvé la vie du roi dragon, un homme dont sa mère parlait rarement, parce que la douleur était trop vive. « J'ai une dette envers votre famille, » dit Antoine, regardant directement Léa dans les yeux. « Une dette que je ne pourrai jamais rembourser complètement. Votre père est mort pour que je vive. Et maintenant, vous avez sauvé ma vie une fois de plus. » Il plongea la main dans la poche de son veston et en sortit quelque chose. C'était une médaille, dorée, avec les armoiries des noirs bois gravés en relief, un serpent enroulé autour d'une épée, le symbole du roi dragon. « J'ai donné cette médaille à votre père, » dit Antoine, « le jour où il est entré dans ma garde personnelle. Il la portait toujours. Il ne l'enlevait jamais. » Léa fixa la médaille. Quelque chose de familier là-dedans, quelque chose qu'elle reconnaissait, sans savoir d'où. Et alors, elle se souvint. Le pendentif que sa mère gardait dans une boîte en bois sous le lit, le pendentif que Sophie touchait parfois, tard le soir, quand elle pensait que Léa dormait. Le pendentif qui portait exactement le même serpent et la même épée. « Vous l'avez encore ?» dit Antoine à Sophie. « Je peux le voir sur votre visage. » Sophie acquiesça, incapable de parler. Le roi dragon prit une profonde inspiration. Et puis, il fit quelque chose qu'aucun monarque n'avait jamais fait. Il s'agenouilla devant Sophie et Léa, pas seulement s'incliner, s'agenouiller, formellement, comme un sujet devant sa reine. « Je vous ai manqué, » dit-il. « Pendant 5 ans. Vous avez vécu dans la pauvreté pendant que je vivais dans le luxe. Pendant 5 ans. La fille de l'homme qui a sauvé ma vie a été ignorée, invisible, oubliée. Cela s'arrête maintenant. » Il se releva et se tourna vers les gardes, qui assistaient à toute la scène en silence choqué. « Préparez les appartements dans l'aile est, » ordonna-t-il, « les plus grands, avec vue sur le jardin. » Les gardes se précipitèrent pour obéir. « Majesté, » commença Sophie, « nous ne pouvons pas. Vous pouvez, et vous allez, » interrompit doucement Antoine. « Vous êtes ma famille maintenant. C'est le minimum que je puisse faire pour honorer la mémoire d'Alexei. » Léa regarda sa mère. Sophie tremblait, pleurait, riait, tout en même temps. C'était trop d'informations à traiter, trop de changements en si peu de temps. Et alors, Léa sentit une main sur son épaule. C'était Antoine. Il s'agenouilla une fois de plus pour se mettre à sa hauteur. « Tu as été très courageuse aujourd'hui, » dit-il. « Plus courageuse que beaucoup d'hommes que je connais. Et je sais que je ne peux pas remplacer ton père, personne ne le peut, mais... » Il hésita. Et pour la première fois, Léa vit de la vulnérabilité dans ses yeux, la peur du rejet, un espoir fragile. « Mais j'aimerais essayer d'être présent, » continua-t-il, « pour toi et ta mère, si vous le permettez. » Léa regarda cet homme, le roi dragon, le plus craint du royaume, le plus puissant, et elle vit quelque chose que personne d'autre ne voyait. Elle vit un homme solitaire qui avait perdu tous ceux en qui il avait confiance. Elle vit quelqu'un qui portait le poids d'un royaume sur ses épaules. Elle vit quelqu'un qui, tout comme elle, connaissait la douleur de perdre des êtres chers. « Vous pouvez m'apprendre à jouer aux échecs ?» demanda Léa. Antoine cligna des yeux.
surpris par cette question inattendue. Et alors, pour la première fois de la soirée, il sourit. Un sourire véritable, un sourire qui transforma son visage, adoucissant les lignes dures, illuminant ses yeux. « Ce serait un honneur », répondit-il. Les mois suivants transformèrent la vie de Léa d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le premier matin, dans ses nouveaux appartements, Léa se réveilla au son des oiseaux. Pas les oiseaux lointains qu'elle entendait à travers les murs fins de la chambre des employés. Ceux-ci étaient là, juste devant sa fenêtre, dans un arbre qui semblait avoir été planté spécialement pour eux. Elle resta allongée un long moment, à regarder le haut plafond décoré de peintures de nuages et d'anges. Elle n'arrivait toujours pas à croire que c'était réel, qu'elle n'allait pas se réveiller à tout moment sur le matelas fin et dur, avec l'odeur de moisi et d'humidité. « Maman », appela-t-elle, la voix encore rauque de sommeil. Sophie apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue de nouveaux vêtements que les serviteurs avaient apportés la nuit précédente, des vêtements de dame, pas de femme de chambre. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré pendant la nuit. Mais il y avait un sourire sur ses lèvres. « Bonjour, Malanka, as-tu bien dormi ?» Léa acquiesça. « J'ai rêvé de grand-maman. » Elle souriait. Sophie s'assit sur le bord du lit et écarta les cheveux du visage de sa fille. « Elle serait fière de toi. Tellement fière. » Ce matin-là, elles prirent leur petit déjeuner à une vraie table, avec de la vaisselle en porcelaine et des couverts en argent. Il y avait des fruits frais, des petits pains chauds, du miel doré dans un pot en cristal. Léa mangea jusqu'à ce que son ventre lui fasse mal, incapable de croire que toute cette nourriture était pour elle. Et après le petit déjeuner, un serviteur vint la chercher. « Le roi demande votre présence dans son bureau. » « Mademoiselle Léa. »« Mademoiselle. » Personne ne l'avait jamais appelée ainsi auparavant. Le bureau d'Antoine était différent de toute autre pièce que Léa ait jamais vue. Des livres couvraient les murs du sol au plafond. De vieilles cartes étaient éparpillées sur une immense table. Et au centre de tout, un échiquier avec des pièces en ivoire et en ébène. Antoine se tenait près de la fenêtre quand elle entra. Il se tourna en entendant ses pas et, à la surprise de Léa, sourit. « Tu es venu. Vous m'avez appelé. Oui, mais je pensais que tu étais peut-être fatigué ou effrayé. Après tout ce qui s'est passé hier. » Léa secoua la tête. « Je n'ai pas peur facilement. » Antoine rit. Un son surprenant, presque juvénile. « Non, j'imagine que non. » Il fit un geste vers l'échiquier. « Tu as dit que tu voulais apprendre. Commençons. » Et ainsi, commencèrent les leçons. Elle et Sophie emménagèrent dans les appartements de l'aile est. Plus une minuscule chambre au fond du complexe des serviteurs. Maintenant, elles avaient 3 chambres, un salon avec cheminée et d'immenses fenêtres donnant sur le jardin où les oiseaux chantaient tous les matins. Sophie n'avait plus besoin de travailler comme femme de chambre. Antoine avait insisté, mais elle ne pouvait pas rester inactive. Alors elle devint responsable de l'organisation des événements caritatifs du château. Il s'avéra qu'elle avait un talent naturel pour ça. Et Léa. Léa avait enfin une place, chaque après-midi. Après avoir terminé ses leçons avec les tuteurs que Draven avait engagés, Léa se rendait au bureau du roi dragon, et il jouait aux échecs. Au début, Draven gagnait toujours. Ses pièces se déplaçaient avec la précision d'un stratège, un véret, acculant Léa en quelques mouvements. Mais il ne se moquait jamais. Il ne la faisait jamais se sentir stupide. Au lieu de cela, il expliquait chaque mouvement, montrait où elle avait fait une erreur, enseignait des stratégies que son propre père lui avait apprises quand il était enfant. Et petit à petit, Léa commença à s'améliorer, doucement, mais sûrement. 3 mois après sa première leçon, elle réussit à mettre Draven en échec pour la première fois. Elle n'a pas gagné. Le roi dragon était encore beaucoup plus expérimenté, mais l'expression de surprise sur son visage valait plus que n'importe quelle victoire. « Tu m'as pris par surprise, » dit-il, étudiant le plateau avec des yeux nouveaux. C'était une action créative,
Ma grand-mère disait toujours que les meilleures attaques viennent de là où on s'y attend le moins. Léa répondit avec un sourire, un petit sourire timide. Draven acquiesça lentement. Ta grand-mère était une femme très sage. Oui, cette nuit-là, alors qu'ils dînaient ensemble dans les appartements de Léa et Sophie. Quelque chose se produisit qui changea tout. Draven racontait une histoire sur un voyage qu'il avait fait quand il était jeune, parlant de montagnes couvertes de neige et de loups qui hurlaient à la nuit. Léa écoutait, fascinée, absorbant chaque détail, comme une éponge. Et puis, sans réfléchir, elle dit « Vous racontez des histoires comme mon père le faisait. » Le silence qui suivit fut pesant. Sophie arrêta sa fourchette en l'air. Draven resta très calme. Son visage se ferma. Léa réalisa ce qu'elle avait dit. Son visage devint rouge. « Désolé, je ne voulais pas. » Mais Draven leva la main, l'interrompant. Ses yeux étaient brillants, mais pas de tristesse. C'était autre chose. « Ne t'excuse pas, » dit-il doucement. « C'est un honneur, Léa. L'un des plus grands que j'ai jamais reçus. » Sophie commença à pleurer silencieusement. Léa les regarda tous les deux, ne comprenant pas complètement ce qui s'était passé, le pourquoi du comment. Mais quelque chose avait changé, quelque chose d'important. À partir de cette nuit, Draven commença à dîner avec elle régulièrement. Non plus comme roi dragon et sujette, mais comme quelque chose de plus proche d'une famille. Le début, peut-être, d'un nouveau chapitre. La fille que personne ne voyait était maintenant connue dans tout le château Noirbois. Les gardes la saluaient dans les couloirs. Les cuisiniers gardaient ses douceurs préférées. Les nobles qui l'auraient autrefois croisée sans regarder baissaient maintenant la tête avec respect. Mais le plus important n'était pas la reconnaissance extérieure. Non, c'était ce qui se passait dans ce bureau. Chaque après-midi, quand le roi dragon, le plus redouté du royaume, laissait de côté les documents et les décisions d'État pour enseigner à une fillette de 7 ans à déplacer des pièces d'ivoire sur un échiquier. C'était la façon dont il s'enquérait de sa journée, comme il se souciait de ses réponses, la façon dont il riait de ses blagues, même celles qui n'étaient pas si drôles. C'était la façon dont il avait commencé à la regarder, plus comme une étrangère qui avait sauvé sa vie, mais comme quelqu'un qui appartenait ici, quelqu'un qui comptait, vraiment. 6 mois passèrent. L'hiver arriva et repartit. Le printemps fleurit dans les jardins du palais. Et puis, arriva le procès d'Antoine. Léa ne voulait pas y aller. L'idée de revoir l'homme qui avait menacé de la tuer lui retournait l'estomac. Mais Draven lui demanda d'être présente. « Tu n'as rien à faire », expliqua-t-il gentiment. « Juste être là, pour qu'il voie la fille qu'il a sous-estimée, la fille qu'il a traitée comme personne. » Sophie était furieuse de cette idée. Elle n'est qu'une enfant. Majesté. Elle ne devrait pas avoir à affronter ce monstre à nouveau. Mais Léa, à la surprise de tous, acquiesça. « Je veux y aller, » dit-elle, sa voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait à l'intérieur. « Je veux qu'il sache que je ne suis pas invisible. Plus jamais. » Le grand hall du jugement était bondé, nobles, généraux, représentants d'autres royaumes. Tous voulaient voir le destin de l'homme qui avait tenté d'assassiner le roi dragon. Antoine fut amené, enchaîné. Ses yeux étaient creux, sa peau pâle de la prison. Mais quand il vit Léa assise au premier rang, à côté de Sophie et Marcus, quelque chose brilla dans ses yeux. De la haine, pure et absolue. Léa sentit un tremblement parcourir son corps, mais elle ne détourna pas le regard. Elle le fixa droit dans les yeux. Draven se leva de son trône. Sa voix résonna dans le hall quand il lut les accusations. Trahison, complot d'assassinat, tentative de régicide, menace envers une enfant innocente. Antoine eut la chance de se défendre. Mais au lieu de demander clémence, il rit. « Vous croyez que c'est fini? Noirbois ?» Il cracha les mots. « Vous pouvez me tuer, mais d'autres viendront. Le clan Volkov n'oublie jamais, ne pardonne jamais. Votre petite rate vous a peut-être sauvé une fois, mais elle ne sera pas toujours là. » Draven ne répondit pas avec colère, ne cria pas.
ne menaça pas. Au lieu de cela, il regarda Léa et sourit, un petit sourire, plein de tendresse. « Vous voyez cette fille ? Antoine, dit-il, sa voix calme comme de l'eau stagnante. Cette fille que vous avez traitée comme personne, cette fille que vous avez menacée de tuer. Cette fillette de 7 ans a fait ce que votre clan entier n'a pas réussi à faire. Elle m'a sauvé, avec rien d'autre que du courage et de l'intelligence. » Il se leva et marcha jusqu'à se tenir entre Antoine et Léa, la protégeant. Et vous savez ce qui est le plus ironique? Elle est la fille d'Alexei Sokolov, l'homme qui a sauvé ma vie il y a 5 ans. L'homme que votre clan a assassiné. Le visage d'Antoine pâlit. Il comprit alors. Oui. Draven continua. Chasse, le destin a un sens de l'humour cruel. Vous ne trouvez pas? Vous avez tué son père. Et sa fille a détruit vos plans. Le silence dans le hall était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Antoine Volkov, pour trahison envers la couronne et tentative d'assassinat. Vous êtes condamné à la prison à vie dans les cachots du Nord. Vous passerez le reste de vos jours à vous souvenir que vous avez été vaincu par une enfant de 7 ans que vous avez jugée trop insignifiante pour être remarquée. Antoine fut traîné dehors, criant des malédictions en russe. Léa ne comprit pas tous les mots, mais peu importait. Elle avait gagné. Elle avait survécu. Après le jugement, Draven la trouva dans les jardins. Elle était assise à son endroit préféré, près de la fontaine, regardant l'eau sans vraiment voir. « Ça va ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. Léa réfléchit avant de répondre. « Je pensais que je me sentirais différente, » admit-elle. « Heureuse, peut-être, ou soulagée. Et comment te sens-tu ? » Triste. Elle le regarda avec des yeux trop sages pour une enfant de 7 ans. Triste qu'il existe des gens comme ça, qui haïssent tellement qu'ils veulent tout détruire autour d'eux. Draven acquiesça lentement. « Tu as raison d'être triste, mais tu peux aussi avoir de l'espoir. » De l'espoir en quoi ? Qu'il existe aussi des gens comme toi, des gens qui choisissent le courage plutôt que la peur, la compassion plutôt que la haine. Ces gens-là valent la peine. Ils font que le monde vaut la peine d'être sauvé. Ils donnent un sens à tout ça. Léa y réfléchit longuement. « Tu penses que mon père était comme ça ?» demanda-t-elle finalement. Draven sourit. « Je sais qu'il l'était, et tu es comme lui. » 1 an après la nuit où tout changea, Léa était dans le jardin en train de dessiner quand Draven s'approcha. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur le banc de pierre. Léa montra le papier. C'était un portrait de sa grand-mère, fait de mémoire. La femme qui lui avait enseigné le russe. La femme qui lui avait donné le courage d'affronter l'impossible. « Elle semble sage, » dit Draven, étudiant le dessin. « Elle l'était, » répondit Léa. « Elle disait toujours que j'étais plus forte que je n'en avais l'air. » Elle avait raison. Léa regarda l'homme à ses côtés, le roi dragon, le souverain du royaume. L'homme qui était devenu quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré avoir, une figure paternelle. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle. « Toujours. Pourquoi avez-vous commencé à pleurer quand vous avez appris l'histoire de mon père ?» Draven resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était douce. « Parce que j'ai porté cette culpabilité pendant 5 ans. La culpabilité d'être en vie alors qu'un homme bien était mort pour moi. Et quand j'ai découvert qu'il avait laissé une famille, que sa fille avait grandi sans père à cause de moi, » il ferma les yeux. C'était comme si la blessure s'était rouverte, plus grande cette fois, plus profonde. Léa y réfléchit. « Ma grand-mère disait que les blessures les plus profondes sont celles qui nous rappellent de continuer à vivre, » dit-elle finalement. « Parce que si ça ne faisait pas si mal, ça voudrait dire que ça n'avait pas d'importance. » Draven la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Votre grand-mère était très sage, je sais. » Ils restèrent silencieux un moment, observant les oiseaux dans le jardin. « Il vous manque ?» demanda Léa. « Mon père ?» Draven acquiesça. « Tous les jours. Il était l'un des rares hommes en qui j'avais une confiance absolue, un des rares amis véritables que j'ai jamais eus. » Léa tendit la main et prit la sienne. « Il serait heureux, » dit-elle, « sachant que vous vous occupez de nous. » Draven lui serra la main en retour. « J'espère que oui, »
cette nuit-là, tandis que le soleil se couchait sur le château Noirbois, Draven fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il raconta à Léa l'histoire de sa femme. Elle s'appelait Isabelle, dit-il, sa voix douce comme du velours. C'était la femme la plus douce que j'ai jamais connue. Elle avait des yeux couleur ambre et un sourire qui illuminait chaque pièce. Léa écoutait en silence. Elle savait que le roi dragon était veuf. Tout le château le savait. Mais personne ne parlait de la reine décédée il y a tant d'années. Nous nous sommes rencontrés quand j'étais encore prince, continua Draven. Elle était la fille d'un noble du sud. Elle est venue à une fête au château, et je l'ai vue danser sous les étoiles dans le jardin. Et j'ai su, à cet instant, que je passerais le reste de ma vie à essayer de la faire sourire. Que lui est-il arrivé? Demanda Léa doucement. Draven ferma les yeux. Une fièvre. C'est venu de nulle part et l'a emporté en 3 jours. J'avais les meilleurs médecins du royaume. J'avais tout l'or du monde. Mais rien de tout cela n'a eu d'importance. Il resta silencieux un moment. Après sa mort, je me suis refermé. J'ai repoussé tout le monde. Je pensais que si je ne laissais personne s'approcher, je ne ressentirais plus jamais cette douleur. J'ai construit des murs autour de moi, plus hauts que ceux du château. Et ça a marché, demanda Léa. Pendant un temps, Draven la regarda avec des yeux remplis d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Mais sais-tu ce que j'ai découvert? Que la douleur ne diminue pas quand on s'éloigne des gens. Elle se transforme juste en solitude. Et la solitude, parfois, fait encore plus mal. Léa pensa à ses paroles. Elle connaissait la solitude. Des années passées à être invisible lui avaient bien enseigné la leçon. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle. Draven sourit. Une petite fille de 7 ans a fait irruption dans ma salle de réunion et m'a dit, en russe, que quelqu'un allait me tuer. Léa rit. Un rire véritable qui résonna dans le jardin. « Sais-tu ce que j'ai réalisé cette nuit-là » continua Draven. « Que j'avais oublié ce que c'était d'être vraiment vu, pas comme un roi, pas comme un monstre, mais comme une personne. Et tu m'as regardé de cette façon, avec de la peur, oui, mais aussi avec de la détermination, avec du courage. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est réveillé d'un très long sommeil. » Il posa sa main sur la sienne. « Tu m'as rappelé ce que signifie avoir une famille, Léa, toi et ta mère, et je vous en suis éternellement reconnaissant. » Léa sentit des larmes couler sur ses joues, mais c'étaient de bonnes larmes, des larmes d'appartenance. « Vous pensez qu'elle serait heureuse ?» demanda-t-elle. « La reine Isabelle. Si elle nous voyait tous les 3 ensemble. » Draven sourit, et il y avait de la paix dans ses yeux. « Je sais qu'elle le serait. Elle a toujours voulu des enfants. Elle a toujours rêvé d'une famille nombreuse et bruyante. Et je pense que, d'une certaine manière, elle nous a réunis, d'où qu'elle soit. » Léa leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à apparaître. « Merci, » dit-elle doucement. « Pourquoi? De me voir, de nous accueillir, d'être. » Léa hésita, cherchant le mot juste. « D'être une famille. » Draven la tira dans ses bras. Le genre de câlin que les parents donnent à leurs enfants. Le genre de câlin que Léa n'avait pas ressenti depuis la mort de son propre père. « Merci à toi, » murmura-t-il, « de m'avoir sauvé. De plus d'une manière. » La petite fille que personne ne voyait était assise dans le jardin du château Noirbois, à côté de l'homme le plus puissant du royaume. Le soleil du soir peignait le ciel en or et rose. Les oiseaux chantaient dans les arbres, et pour la première fois depuis longtemps, tout semblait être exactement comme il devrait être. Léa avait appris quelque chose cette année-là. Quelque chose que sa grand-mère avait toujours su, mais qu'elle ne commençait qu'à comprendre maintenant. Qu'être petite ne signifie pas être faible, qu'être ignorée ne signifie pas ne pas compter, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle, et que parfois, les plus petits d'entre nous portent le plus grand courage. Vous avez 2 choix maintenant. Oubliez cette histoire, ou accepter que les invisibles autour de nous peuvent être exactement
les personnes qui changeront nos vies à jamais. Parce que la petite fille que personne ne voyait était maintenant vue par l'homme le plus puissant du royaume. Et elle avait prouvé que la taille du cœur compte beaucoup plus que la taille du corps. Léa regarda le ciel doré du crépuscule et sourit. Elle avait enfin une famille. Et c'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, des années plus tard. Quand Léa deviendrait une jeune femme sage et courageuse, elle raconterait cette histoire à ses propres enfants. Elle raconterait la nuit où une petite fille invisible a sauvé un roi. À propos du tunnel sombre et des gardes menaçants, à propos du billet en russe et du cri qui a déchiré le silence. Mais surtout, elle raconterait comment elle a appris la leçon la plus importante de sa vie, que parfois, être petit est le plus grand avantage, que parfois, être ignoré permet de voir ce que les autres ne voient pas, et que parfois, la personne la plus improbable peut changer le destin d'un royaume. Sa grand-mère avait raison, après tout. Elle était petite à l'extérieur, mais son cœur était digne du cœur d'un ours, et aucun royaume ne pourrait demander une meilleure gardienne. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez maintenant la vérité. Les gens qui changent le monde ne sont pas toujours les plus forts, les plus riches ou les plus puissants. Parfois, ce sont simplement les plus courageux, ceux qui refusent d'être invisibles quand cela compte le plus. Léa était l'une d'eux, et peut-être que vous aussi.